Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle et peut-être bientôt marié avec le vert Yannick Jadot, et votre invité Fabien Damias. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Effectivement, 2 heures de déjeuner hier avec Yannick Jadot, mais toujours pas, semble-t-il, ce matin d'accord. Alors il y a 2 options. Soit vous avez pris un gros menu dégustation, soit vous êtes incapable de vous entendre. Quelle est votre réponse ce matin, Benoît Hamon ? Écoutez, ces choses-là sont sérieuses et c'est pas une affaire de déjeuner. D'abord parce que ça voudrait dire que pour la première fois depuis longtemps, les écologistes décideraient de n'avoir pas leur propre candidat, mais choisiraient qu'un autre candidat représenterait l'écologie politique. Ce serait la première fois depuis 1969. Donc ce n'est pas une décision qui est une décision naturelle, facile. Moi je considère aujourd'hui que le poison à gauche c'est la division. Et cela peut même être un poison mortel si nous laissons la droite et l'extrême droite s'affronter. Vu le projet de la droite aujourd'hui dur, brutal, très conservateur et la menace que fait peser l'extrême droite sur notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle j'y accorde du soin à ces discussions. Et moi je ne ferai pas un accord qui au bout du compte irait piocher quelques mesures dans le programme de Yannick Jadot juste pour plaire aux Verts. Je veux incarner un nouveau paradigme qui fait converger ce qu'est la tradition de la gauche en matière de justice sociale et de solidarité et ce qu'est la tradition de l'écologie politique sur 2 questions. Le rapport au travail d'une part, et donc la volonté de partager le travail, mais d'autre part, un thème que j'ai beaucoup défendu, un nouveau modèle de développement. Je souhaite qu'il soit beaucoup plus tempérant, beaucoup plus respectueux de l'environnement, ce qui suppose de s'intéresser à l'entreprise, au pouvoir des salariés dans l'entreprise, comme à l'impact de la production sur la nature et l'écosystème. Question clé que vous aviez évoquée dans votre programme, mais qui est évidemment charnière pour les écologistes, à savoir la sortie du nucléaire. Yannick Jadot et les écologistes réclament une sortie définitive du nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette option, ou à tout le moins, quel est votre calendrier ? Moi, je pense qu'il faut se fixer un cap, qui est un cap de sortie du nucléaire. Et pourquoi ? Je l'ai déjà défendu lors de la primaire, parce que je considère que les énergies renouvelables, c'est l'indépendance énergétique. La vraie souveraineté énergétique, c'est de ne pas dépendre d'un minerai que nous importons de l'extérieur, l'uranium, mais c'est de pouvoir produire 100% de notre énergie sous la forme d'énergie renouvelable d'ici 2050. Ça, alors Yannick Jadot, lui, il réclame 2035. Est-ce que c'est envisageable pour vous ? Moi, je considère que nous devons arriver à cet objectif à 2050, qu'on peut se fixer des bornes pour y arriver, raisonnables, qui suppose de repenser la gouvernance de notre politique énergétique, la façon dont EDF s'inscrit dans une stratégie énergétique qui vise à quoi ? À développer la part des énergies renouvelables. Je prends des exemples extrêmement concrets, sinon ça ne parle pas. Je souhaite que demain, nous puissions développer des unités de production d'énergie renouvelable sur des territoires qui puissent être gouvernés et dirigés à la fois par les collectivités locales, les acteurs locaux, les entreprises, les usagers. Il faut pouvoir avoir une vraie stratégie, ça suppose des investissements et que progressivement, les dizaines de milliers de salariés du nucléaire puissent basculer ou dans le champ des énergies renouvelables ou dans le démantèlement des centrales existantes. Mais c'est un travail de long terme. Alors c'est un travail de long terme. On entend vos convergences, mais enfin il y a un enjeu de moyen, voire court terme, c'est l'élection présidentielle. Cet accord avec les Verts, il sera bouclé en fin de semaine, oui ou non ? Simplement, et après on avance. Je suis dans le débat. Et optimiste. Confiant et optimiste. Et une bonne fois pour toutes, pas confiance et pas d'optimisme. Vous nous le dites aussi ce matin, il n'y aura aucun accord avec Jean-Luc Mélenchon. Les portes ont claqué, elles sont fermées, elles ne se rouvriront pas. C'est pas qu'elles ont claqué, elles sont fermées. Il y a aujourd'hui, semble-t-il, une volonté de Jean-Luc Mélenchon d'aller au bout. Je la respecte. En tout cas, moi, je travaillerai jusqu'au bout vis-à-vis de toutes les composantes de la gauche. Toutes les composantes de la gauche, qu'elles soient politiques, sociales, associatives, à fabriquer le rassemblement. Vous planchez dans quelques instants devant la mutualité sur les questions de santé. Il y aura d'autres candidats qui le feront. Est-ce que, Benoît Hamon, à la fin de votre quinquennat, si vous êtes élu, il y aura encore un reste à charge pour les patients ? Dans quelques domaines, par exemple, qui sont chers à ceux qui nous écoutent, les soins dentaires, les soins d'optique ? Voilà un domaine, soins d'optique, soins dentaires, prothèses auditives, où il faut augmenter la part des remboursements de la sécurité sociale. Elle est aujourd'hui ridicule et finalement, elle est essentiellement à la charge des complémentaires santé, ce qui fait que dans les faits, non seulement les tarifs sont élevés, mais qu'on est plus ou moins bien protégé selon qu'on a une bonne mutuelle ou pas. Je pense qu'en matière de santé, il faut regarder ce dont nous souffrons aujourd'hui. Nous souffrons moins de maladies infectieuses, plus de maladies chroniques. Les maladies chroniques, elles sont liées à nos comportements, la manière dont on mange, la manière dont on bouge, ce que l'on mange et à notre environnement. C'est tous les enjeux de la santé
santé environnementale, d'où l'importance demain d'avoir une politique drastique de réduction des pesticides, une politique de lutte contre les perturbateurs endocriniens, car ils sont responsables de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancers nombreux. Première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'hôpital. Ça va mal à l'hôpital, notamment parmi les personnels soignants et administratifs. Ils vont mal, pourquoi ? Parce qu'ils ont une surcharge de travail. Cette surcharge de travail est en partie liée à la manière dont est financé et fonctionne aujourd'hui l'hôpital. Il fonctionne selon la tarification à l'activité. On multiplie les actes pour obtenir un bon financement de l'hôpital. Je pense aujourd'hui qu'il est difficile de dire à une infirmière ou à une aide-soignante que parfois, précipiter le départ d'un malade, parce qu'il faut pouvoir multiplier les actes, correspondrait au bon geste. Donc ça veut dire plus de personnel et plus de place à l'hôpital pour régler cette question-là. On a bien compris le diagnostic. Oui, mais plus de personnel et une modification de la tarification à l'activité. Je pense que si un certain nombre d'actes doivent continuer à être financés de cette manière-là, je pense qu'il faut introduire une notion de financement forfaitaire, de façon à ce qu'on n'ait pas dans un service le directeur d'hôpital qui vous appelle en disant « Écoutez, j'observe que la durée moyenne de séjour est un peu trop longue, il faut la réduire et il faut accélérer la sortie d'un certain nombre de patients. » C'est difficile d'apprécier la performance d'une infirmière ou d'une aide-soignante quand quelqu'un est malade, qu'il a besoin d'une forme de soins aussi psychologiques, d'accompagnement, de prise en charge de la douleur. On ne peut pas gérer l'hôpital comme une entreprise. C'est la raison pour laquelle j'introduirai une modification du financement de l'hôpital demain. Finalement, la plupart des propositions entre candidats semblent converger sur la santé. François Fillon va lui aussi détailler ses propositions tout à l'heure. Il ne distingue plus les petits risques des gros comme il l'avait fait. Vous êtes rassuré aujourd'hui, plus de problèmes à vos yeux avec le programme de Fillon sur la santé? Écoutez, il change d'avis. C'est une bonne nouvelle si effectivement demain il ne renvoie pas tous les remboursements à la capacité qu'on a de se payer une bonne mutuelle. Ce que j'observe, c'est que rien sur l'hôpital. Quand on va faire 500 000 fonctionnaires en moins, où les prend-on ? Quand Emmanuel Macron annonce 60 milliards, lui, de réduction de la dépense publique, où les prend-on ? À l'hôpital ? On considère aujourd'hui qu'on peut encore mettre plus de pression sur l'hôpital ? Je ne le crois pas. Il y a un moment où dans ce pays, il va falloir qu'on se regarde en face et se dire on ne peut plus défendre un système de santé performant dont on vante l'excellence si finalement la bonne santé est réservée à quelques-uns. Nous n'y sommes pas, grâce notamment au travail qui a pu être fait dans les dernières années, mais nous y parviendrons si nous continuons à mettre la pression sur l'hôpital comme nous le faisons et sur les personnels. C'est la raison pour laquelle le financement de l'hôpital, son organisation, les conditions de travail des personnels soignants et des personnels administratifs, ils contribuent à faire tourner l'hôpital, c'est absolument décisif. Carrière comme organisation du travail. Benoît Hamon, une certaine ambiguïté est née ce week-end de vos propos sur la loi travail, précisément la loi El Khomri. L'un de vos axes de campagne pendant les primaires, on l'avait entendu ici, c'était l'abrogation de cette loi. Ce week-end, on vous a entendu parler de nouvelles lois. Alors, une bonne fois pour toutes, vous mollissez et vous gardez la loi ou vous la supprimez ? Écoutez, j'abroge la loi. Je la remplace. C'est clair. Non, mais attendez, oui, mais c'était clair avant, mais c'était pas clair ce week-end. J'abroge la loi, je la remplace par une nouvelle, parce que ici le but c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'il y ait une loi travail qui, sur la souffrance au travail, le burn-out, les conditions dans lesquelles on renforce le pouvoir des salariés dans les entreprises, on améliore les conditions dans lesquelles ils négocient, notamment dans les TPE, les PME, sur le droit à la déconnexion. Tout ça, je l'améliore, y compris les contreparties que l'on peut mettre à des baisses de cotisations sociales patronales pour baisser le temps de travail. Mais je garderai ou je reprendrai de la précédente loi, ce qui est bien, le compte personnel d'activité, j'ai rien contre. Je pense qu'il doit figurer dedans. Ce que je veux simplement dire, c'est que... Le droit à la déconnexion aussi, vous l'aviez annoncé pendant votre campagne. C'est que quand on dit on abroge, ça ne veut pas dire qu'on pense que tous les articles sont mauvais. Ce qui, moi, m'a déplu en cette loi, c'est qu'on facilite le licenciement, que l'on encourage potentiellement la baisse du tarif des heures supplémentaires et que l'on inverse la hiérarchie des normes. Cela, je n'en veux plus. Je remettrai en place une loi travail de façon à ce que les protections des salariés soient adaptées au monde du travail tel qu'il est. Il change, il mute. Aujourd'hui, il y a du travail salarié, du travail non salarié. Pensons les protections des salariés en fonction du monde tel qu'il est, pas tel qu'il fut. Donc abrogation et nouvelle loi. Le siège du Front National a été perquisitionné hier dans l'enquête sur les emplois fictifs au Parlement européen. Marine Le Pen a-t-elle la légitimité pour être candidate à l'élection présidentielle à vos yeux ? La légitimité, elle l'a sans doute. C'est pas un problème de légitimité, sauf qu'elle manifestement elle a triché. Et donc Marine Le Pen, qui fait commerce électoral de la corruption des autres, devra se justifier de ses propres méfaits. Mais j'ai l'impression que son électorat le lui pardonne quoi qu'elle fasse. Ils trichent, ils ont triché, ils sont condamnés, mais on le lui pardonne. C'est-à-dire que vous n'avez aucune prise sur la campagne. Vous êtes condamnés, vous tous, à l'avoir progressé inexorablement. Je vais dire simplement les choses ici. Si Marine Le Pen était présidente de la République, il faut penser ce que seront ses choix.
qui elle nommera à la tête de la police nationale, qui elle nommera dans les tribunaux, qui elle nommera comme procureur, qui elle nommera à la tête des grandes administrations. Quels sont les hommes et les femmes qui sont derrière elle? Les regarde-t-on? Vous posez la question, qui? Mais je pense des hommes et des femmes qui mettront cette société en désordre. Et je le dis ici, l'extrême droite, vous pouvez la choisir par la démocratie. Êtes-vous sûr qu'elle vous donnera les moyens derrière de pouvoir dire stop si vous pensez que ça ne va pas? On n'en est jamais certain avec l'extrême droite. Elle est reçue hier au Liban par un chef d'État, Michel Aoun. Donc aujourd'hui, elle est considérée comme finalement une figure parfaitement légitime de la politique française. Oui, je le regrette. Moi, c'est un pays que je connais bien, le Liban. J'ai rencontré le général Aoun avant qu'il soit président du Liban. Il vient de lui donner une caution internationale. C'est le premier pays à le faire à l'égard d'une dirigeante d'extrême droite. Et je regrette que ce soit le cas et que ce soit le Liban qui l'ait fait. Bon, ça va, vous êtes le candidat des patrons. Ça fait quoi être soutenu par les grands patrons? J'écoutais Axel de Tarlet tout à l'heure qui disait que Bill Gates avait finalement repris à son compte votre proposition de taxer les robots. Mais Elon Musk également. Vous êtes le candidat du Nasdaq, c'est formidable. Non, c'est pas le candidat du Nasdaq. C'est intéressant de voir que des chefs d'entreprise se préoccupent de ce que sont les grandes transitions de notre époque. Il n'y aurait rien de pire que cette élection présidentielle ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici comme ailleurs. Il y a des grands mouvements qui sont liés à l'automatisation. C'est une bonne nouvelle parce que tout ce dont on a besoin, on va le produire avec moins de travail humain nécessaire. Donc on aura moins besoin de travailler pour être heureux. Eh bien, réjouissons-nous de ça. La question est de savoir est-ce qu'on le maîtrise ou pas. La taxe sur les robots que propose Bill Gates et que l'on moquait auparavant quand je la proposais, eh bien, ça peut être une belle solution. Maintenant, je suis très heureux de voir que ce mouvement grandit et qu'il déborde largement la scène politique française. Merci Benoît. Mon confiant et optimiste donc sur un accord avec Yannick Jadot dès cette semaine. J'ai une toute petite dernière question. TF1 et France 2 vont visiblement organiser chacune un débat avant le premier tour qui réunira, nous dit-on, les meilleurs candidats sur la foi des sondages, visiblement. Est-ce que vous trouveriez normal, vous, que des petits candidats comme Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, voire François Bayrou, en soient éventuellement exclus très rapidement? C'est pas très juste, c'est vrai, très honnêtement. Vous avez votre mot à dire, les états-majors. Oui, mais on a notre mot à dire, mais moi je retiens que des débats de la primaire que lorsqu'on fait un débat à 7, c'est déjà compliqué. Si on fait un débat demain à 10 ou 12, ce le sera encore davantage. Il faut trouver les formules. C'est pas simple. C'est une question qui vous est posée à vous comme à nous. De quelle manière mettre en exergue les bons sujets, que les citoyens puissent se prononcer. C'est pas simple, honnêtement, mais c'est vrai que ce serait mieux qu'on puisse entendre tout le monde. Oui. Merci beaucoup Benoît Hamon d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, Fabien, c'est Monseigneur 23 qui sera votre invité à 8h15.